Bonsoir à chacun et à tous. Au sommaire, l'ouverture demain à Porto Novo de la dernière session ordinaire de l'Assemblée nationale, 9e législature, des débats sur le projet de budget général de l'État, exercice 2026, sont annoncés. La présence du président du Parlement sénégalais de même a modifié aussi les lois sur la route, le barreau et autres. Des LD du Koufo claquent la porte. Des responsables de structures de base du parti de l'opposition sont désormais à bord du navire Wadaï Talata. Ils s'engagent à Azové pour la candidature du duo de la mouvance aux élections présidentielles à venir après l'invalidation des candidats précédemment annoncés dans le parti. Sécurité dans les paiements électroniques au Bénin, le ministère des Finances prend langue avec des acteurs de la chaîne au sujet de la réglementation UMOA pour la garantie des droits des usagers. La séance s'est tenue ce matin à Cotonou. À l'Assemblée nationale, tout est fin prêt pour la seconde session ordinaire de l'année 2025. Le porte-parole du président de l'Assemblée nationale face à la presse a annoncé l'ouverture dès demain de cette session, généralement consacrée au budget de l'État, une session qui s'annonce dense avec à l'ordre du jour l'examen du projet de loi des finances et plusieurs autres textes d'intérêt national. Suivez ici les propos de Vitali Botton pour plus de détails. La session qui s'ouvre le vendredi prochain consacrera un moment solennel, à la fois de travail intensif et de rétrospective. La cérémonie solennelle d'ouverture officielle de cette session sera rehaussée par la présence d'une forte délégation de parlementaires sénégalais, conduite par l'honorable El Malik Ndiaye, président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Ce qui témoigne de l'importance que revêt aujourd'hui pour le Parlement béninois la coopération interparlementaire et la diplomatie parlementaire. Les enjeux de cette dernière session ordinaire de la 9e législature sont multiples et profondément déterminants. Tout d'abord, l'examen du projet de loi de finances pour la gestion 2026, qui constitue pour le Parlement l'un des moments les plus significatifs de son action. Ensuite, cette session est l'occasion pour les députés de parachever plusieurs réformes structurelles amorcées ces dernières années. Entre autres, la modernisation du cadre juridique de la maîtrise d'ouvrages publics, la régulation du barreau, la révision du code de la route ou encore l'actualisation des tests relatifs à la gouvernance numérique et environnementale. Mais au-delà du contenu des tests, cette session a une dimension historique. Elle vient couronner cette année d'intenses travaux parlementaires menés sous le sceau du dialogue, du respect institutionnel et de la responsabilité républicaine. En conclusion, mesdames et messieurs, chers confrères, je vous dirai simplement que la deuxième session ordinaire de l'année 2025 n'est pas seulement une session budgétaire, c'est aussi une session de bilan. C'est une session de clôture. C'est également et surtout une session de reconnaissance et de transmission. Tourner les projecteurs de la centrale thermique Maria Gleta 2, aujourd'hui, véritable levier stratégique d'autonomisation énergétique du Bénin, en la comparant à Maria Gleta 1. C'est l'intention qui a guidé les ministres conseillers ce mardi vers les sites abritant ces deux usines de production de l'énergie électrique, sous la conduite du directeur général de la Société béninoise de production d'électricité SBPE. Le collège a visité deux infrastructures aux réalités totalement opposées. Les détails dans ce reportage de Hugues Vinibé et Henri Ganti. Les ministres conseillers visitent d'abord la centrale thermique de Maria Gleta, premier du nom. Livrée avec 8 turbines à gaz d'une capacité de production attendue de 10 MW, le site est mis à l'arrêt en 2015 après 450 heures de marche. Motif, les installations sont inaptes à générer de l'énergie, explique le directeur général de la SBPE
à ces autres curieux de connaître les tenants de cet échec qui a coûté plus de 40 milliards de francs CFA aux contribuables béninois. Les ministres conseillers ont voulu quand même voir de visu ce qui avait été installé et se rendre compte des problèmes qui ont fait que cette infrastructure a été, malgré le niveau d'investissement réalisé, mis à l'arrêt définitif depuis 2015. Le collège des officiels sera ensuite sur la plateforme de la centrale électrique de Maria-Gleta 2. Ici, les visiteurs découvrent avec fierté un site qui tourne à plein régime. Opérationnelle depuis septembre 2019, cette usine de fabrication de courant électrique affiche une capacité de production de 127 MW. Les ministres ont eu l'opportunité de voir que nous sommes dans la période de maintenance des groupes. Nous avons atteint plus de 36 000 heures de marche. Au terme de la visite, les ministres conseillers expriment indignation et satisfaction. Le Bénin a décidé avec le président Yahya Boni et son gouvernement de dépenser 45 milliards pour 0 kW de produits. Maria-Gleta 2 assure plus de 50% de notre besoin énergétique. On a vu un site envisagé petitement avec des machines obsolètes et qui n'a même pas fonctionné. Maria-Gleta 2, je suis persuadée que dans la région, en tout cas en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas un seul pays qui peut revendiquer ce niveau en termes d'automatisme, de qualité. Nous avons visité le site de la corruption avec les avions, les turbines à gaz de 1939. À noter la signature du livre d'or du site par Changi Yabouidine. En politique maintenant, des responsables du parti Les Démocrates de certaines régions du Bénin indiquent déjà le choix à faire après l'absence annoncée de leur candidat à la présidentielle de 2026. Dans le département du Koufo, ceux des structures de base du parti demandent à leurs militants d'opter pour le duo Alain Talata, un appel lancé au cours d'une sortie médiatique effectuée en milieu de semaine à Azovet, dans la commune d'Aplaroué. On va faire le point avec Narcisse Alesset et Florent Dou. Ils sont tous des militants du Parti Les Démocrates dans la 11e circonscription électorale qui comprend les communes d'Aplaroué, de Djakotome et de Koulekamen. Mobilisés ici à Koulekamen au lendemain de la décision qui disqualifie leur candidat pour l'élection présidentielle de 2026. Notre parti a pris acte de la décision de la Cour constitutionnelle qui nous écarte de l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Et étant donné que nous sommes des pacifiques, des démocrates, on accepte la décision et on fait avec. Et faire avec, selon ces responsables du parti à la base ici, c'est aller aux urnes en avril prochain pour opérer un choix. Maintenant, il y a deux duos. Il y a duo Romia Douadani et duo Humpe. Donc, moi, je demande à tous ceux qui ont envie d'aller voter pour les élections présidentielles d'opter pour Romia Douadani. Les 10 ans passés, il a eu à travailler avec le président Talon. Il sert de quoi nous avons besoin. À défaut donc d'un porte-étendard pour leur formation politique dans cette compétition électorale, ils appellent à voter pour le duo de candidats de la majorité présidentielle. Un choix qui doit se faire loin de toute forme de provocation et surtout dans la culture de la paix. Je ne vais pas apprendre qu'on a brûlé des poneys quelque part dans le Koufo. Des gens ont dit que le parti Les Démocrates c'est le feu. C'est faux. On est la lumière. Donc il est temps. C'est le moment de montrer qu'on n'est pas un parti incendiaire. Notre feu là, ce n'est pas le feu qui brûle le pays. C'est pourquoi je vous demande de ne pas brûler ce pays. N'allez pas saccager les édifices du pays. Les conférenciers ont ensuite basculé vers les autres compétitions politiques que prévoit le calendrier électoral au Bénin, toujours au cours de cette période. Parce que nous allons aux élections communales et législatives. Si vous aimez vraiment ce pays, il faut militer pour qu'on ait des maires.
pour qu'on ait des CA, pour qu'on ait des députés. Si vraiment vous êtes engagés là, si vous aimez vraiment les démocrates. Le parti Les Démocrates, dont les principaux enjeux de l'heure restent effectivement les élections législatives, mais aussi les communales de janvier 2026. Le gouvernement du Bénin veut davantage assurer la confiance et la sécurité dans les paiements électroniques. Le ministère de l'Économie et des Finances organise une séance de sensibilisation au profit des acteurs du domaine. Il s'agit pour les autorités de former les acteurs en veillant à une réglementation UEMOA qui garantisse enfin un cadre sécurisé aux millions d'usagers. C'était ce matin à Cotonou. Voici le compte-rendu de Ulrich Gaba. Au cœur de cette séance de sensibilisation, le rappel du cadre juridique et réglementaire des paiements électroniques dans l'UEMOA. L'essor des paiements électroniques est certes une aubaine pour l'inclusion financière, mais c'est aussi un terrain fertile pour l'émergence de nouveaux risques financiers et sécuritaires. Quand un acteur veut aujourd'hui faire un paiement en ligne, il arrive parfois que le paiement soit fait, mais qu'en retour, on ne sait pas si le compte a été débité. Parfois, le paiement est fait, les frais sont prélevés, vous ne savez pas les frais qui sont prélevés. Donc, effectivement, il était important d'attirer leur attention sur les dispositions de la loi, les dispositions des règlements de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest sur ces différents services. Il s'agit pour le ministère de l'Économie et des Finances du Bénin de renforcer les compétences des acteurs du secteur. Et cette session de sensibilisation met en lumière l'émergence des lois et tests d'application qui imposent les normes requises en la matière. Nous nous attendions à très peu de textes, mais la séance nous a permis qu'au-delà des tests spécifiques, il y a des tests d'ordre généraux. Vous avez par exemple aujourd'hui la loi bancaire qui parle donc des paiements numériques. Vous avez la loi sur la microfinance qui parle des paiements numériques. Vous avez la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Vous avez des instructions de la BCEAO, des circulaires de la commission bancaire. Bref, il y a autant de textes qui encadrent l'activité et qui obligent ceux qui veulent faire ce genre d'activité aujourd'hui à solliciter un agrément. Et l'agrément est délivré par la Banque centrale. Il est important que la confiance soit renforcée pour que véritablement nous ayons un secteur bancarisé, inclus financièrement, où la bonne dame qui est à Karimaman ou qui est à Niki puisse opérer, faire ses opérations numériques en toute sécurité et en toute quiétude. Tous les efforts réglementaires convergent vers un objectif unique et fondamental, assurer un cadre de confiance et de sécurité aux consommateurs afin que la transformation numérique s'accompagne toujours de la confiance. Le gouvernement lance officiellement à Cotonou la première phase du projet de développement des compétences pour l'emploi dans les secteurs prioritaires. La cérémonie a été présidée par la ministre en charge des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Elle a réuni le secteur privé ainsi que les partenaires techniques et financiers. L'objectif du projet est d'en finir avec les insuffisances en ce qui concerne la formation technique et professionnelle, le déficit en personnel, enseignants qualifiés, le plateau technique des établissements obsolètes, le financement insuffisant et peu diversifié de l'EFTP. Les précisions de tout ceci avec Virgile Arrodeillon. L'objectif global du projet est de contribuer au renforcement des compétences et qualifications des jeunes pour une main-d'œuvre plus innovante et compétitive dans les secteurs de l'agriculture et de l'énergie. Il est structuré autour de 3 principales composantes. La première composante intitulée « Rénovation de l'offre et extension des capacités d'accueil en formation technique et professionnelle » prévoit la construction et l'équipement des écoles professionnelles de formation agricole à Atiémé et Kpomassé, ainsi que la reconstruction et l'équipement du lycée technique professionnel de Tchaourou. Il est prévu la formation d'au moins 50 enseignants, dont 30% de femmes en compétences digitales. La deuxième composante du projet
porte sur le renforcement de l'employabilité et de l'insertion professionnelle des diplômés garçons et filles. À ce niveau, le projet travaillera en collaboration avec l'Agence nationale pour l'emploi, l'Institut national de la femme et d'autres parties prenantes sur les actions relatives à la reconversion professionnelle des diplômés chômeurs de longue durée, l'entrepreneuriat, l'insertion professionnelle ainsi que sur les activités de genre. Le projet s'inscrit donc dans la dynamique de la transformation structurelle de notre système éducatif engagé par le gouvernement depuis plusieurs années. Il vise à renforcer la qualité et la pertinence de la formation professionnelle et technique afin de doter le Bénin d'une main-d'œuvre qualifiée, compétente, adaptée aux besoins de notre économie. Et ce projet traduit la volonté du gouvernement de faire de la formation technique, la formation professionnelle, un levier central de l'emploi et de la croissance inclusive. Dans cette première phase, le projet de développement des compétences pour l'emploi dans les secteurs prioritaires est financé à hauteur de 57 milliards de francs CFA par l'État béninois, appuyé par les partenaires techniques et financiers, dont notamment la Banque africaine de développement. Avec ce projet, les ambitions du gouvernement sont claires. Accroître de 30% le taux d'insertion des diplômés en 5 ans, moderniser 80% des plateaux techniques des établissements d'enseignement technique et professionnel d'ici à 2030 et assurer la formation continue de 100% des formateurs. Le préfet des Collines tient la tournée statutaire dans les communes sous sa tutelle. Saliou Adoubou a échangé avec les populations et autorités locales des diverses communes de son département. Plusieurs points ont meublé les échanges, en l'occurrence les problèmes de mobilisation de ressources dans les communes à la base. Suivez ici le point des différentes étapes de sa descente. Au titre de l'année 2025, nous avions commencé dans les communes de Glazoué, Savère, Dassa, Banter et nous sommes aujourd'hui à Savalou. Alors ce que je retiens, c'est qu'après la préoccupation des populations qui ont été enregistrées dans tous les secteurs, il a été quand même fait un point global sur l'ensemble des actions que le gouvernement a menées dans chaque commune depuis les 10 dernières années. Les problèmes qui ont été évoqués, d'autres ont été résolus de façon durable. Sur l'ensemble de tous les secteurs, nous avons pu le remarquer. Nous avons aussi remarqué que certaines préoccupations subsistent. Toutes les attentes ne sont pas comblées et ceci est normal. Et cela va des ressources disponibles au niveau de l'État central. Cela va également de la disponibilité des ressources au niveau des communes, en ce qui concerne les fonds propres. Il y a des défis majeurs. Le premier, c'est déjà la mobilisation des ressources propres, parce que l'État n'a pas vocation à assister de façon éternelle les collectivités territoriales décentralisées. Ayant donc une autonomie financière, elles sont habilitées à aller chercher les ressources et pouvoir en dépenser, réguler les problèmes des populations. Et donc nous avions exhorté et recommandé fortement à l'ensemble des élus qui sont des auxiliaires en matière de collecte et de mobilisation des ressources propres. Et nous avons aussi exhorté les secrétaires exécutifs de chaque mairie pour que cet aspect, ce défi soit relevé. Ensuite, nous avons aussi appelé l'attention des uns et des autres, surtout les élus, les jeunes, les autorités religieuses, à faire en sorte que les élections générales qui s'annoncent en 2026 se passent dans des conditions vraiment de paix. Et cela va de l'intérêt de chacun de nous. Et donc j'appelle les miens, j'appelle mes parents, d'ici et d'ailleurs, pour que chacun puisse contribuer de façon significative et durable à la construction, à la consolidation de la paix. Les forces de l'ordre et de défense qui sont sur le territoire font un travail remarquable. C'est le lieu de leur rendre cet hommage et demander une coproduction de la sécurité. Pour cela, l'implication de la population, l'implication de tous les citoyens s'avère indispensable. Les rideaux sont tombés sur la 6e édition de la foire interdépartementale du Borgou et de la Liborie. Cette activité organisée par la direction départementale de l'industrie et du commerce dans le cadre du mois du consommant local a promu les produits locaux et le savoir-faire des entrepreneurs du terroir. L'événement prend fin sur une note de satisfaction et comme à l'ouverture, la cérémonie de clôture s'est déroulée sur l'esplanade du marché Zongo à Parakou
Jacques Degbé, Albéric Akbova. Une centaine de forains venus des départements du Borgou et de la Liborie, des milliers de visiteurs et une gamme de produits authentiquement béninois. L'esplanade du marché Zongo de Parakou a été le point d'un grand rendez-vous d'affaires entre le lundi 20 et lundi 27 octobre 2025. Une semaine pour valoriser le Made in Bénin. Nous avons vu à travers ces produits non seulement le savoir-faire de ces entreprises, mais aussi l'identité de chaque promoteur d'entreprise. Vous avez constaté avec moi que au Bénin, à Parakou, nous avons tout ce qu'il faut pour notre bien-être. Preuve de la réussite de cette 6e édition, 130 entreprises se sont inscrites contre 90 l'édition précédente, toutes reparties dans 80 stands. Les exposants félicitent le directeur départemental pour la bonne organisation avant de formuler une doléance à son endroit. Nous lui demandons encore une fois de bien vouloir nous accorder pour des foires à venir 10 jours à 2 semaines de foires pour notre épanouissement et celui de nos clients. Le poulet, le manioc, le miel, le sésame et les cosmétiques sont les 5 produits mis en exergue au cours de cette semaine de foire avec pour principal objectif promouvoir la consommation des produits fabriqués dans le Borgou et la Liborie. Je voudrais, monsieur le directeur, vous remercier et par votre entremise, le ministère de l'Industrie et du Commerce, ainsi que vos collaborateurs pour les dispositions prises en vue du bon déroulement et de la réussite de cette foire. Nous félicitons également les organisateurs, notamment la direction départementale de l'Industrie et du Commerce, pour la réussite de cette 6e édition, les exposants pour la qualité de leurs produits et les visiteurs pour leur engagement à soutenir la production locale. Investissement agro-industriel, valorisation des savoir-faire locaux et accès au marché, c'est le thème de cette 6e édition de la foire interdépartementale du Borgou et de la Liborie. Rendez-vous dans un an pour la 7e édition qui promet encore plus de bonnes surprises. Un événement culturel majeur lancé hier pour finir ce journal. C'était au Centre culturel des rencontres internationales CCRI de Ouida. Il s'agit du festival Sinar pour la célébration du génie créatif africain et d'autres régions du monde. Cette année, l'événement est à sa 3e édition. Il va connaître la participation de plusieurs artistes et troupes africaines, françaises et même caribéennes. Hier, aujourd'hui et demain, Ouida et le CCRI vibrent au son des créations contemporaines d'Afrique et d'ailleurs. Reportage. Des performances artistiques de haut niveau, des danses contemporaines exécutées à la perfection par des troupes du Bénin donnent ici, à la salle de cinéma du Centre culturel des rencontres internationales CCRI, un aperçu de ce que les férus de la danse et du spectacle vivant vivront au cours du festival Sinar. Scène internationale des arts et des écritures contemporaines, le festival Sinar réunit à Ouida, cœur battant de la diplomatie culturelle et culturelle du Bénin, des artistes venus d'Afrique, d'Europe et des Caraïbes pour 3 jours de célébration des arts contemporains. Ouida, à travers le festival Sinar, ne se contente plus de raconter l'histoire. Elle la réinvente, elle la danse, elle la sculpte, elle la chante. Le Sinar, c'est avant tout un carrefour d'expression et d'expérience. Théâtre, danse, cirque, littérature, autant de voix et de vibrations qui célèbrent la pluralité des écritures de la scène vivante. En offrant aux créateurs un espace de visibilité et d'échange, ce festival favorise la mobilité artistique, la circulation des œuvres et des idées et contribue à bâtir une économie créative ouverte, inclusive et innovante. Mais cette année, des formations sont également prévues en dehors des spectacles. Nous avons initié une formation à destination des jeunes auteurs dans les établissements scolaires. Nous avons initié des formations à destination des bibliothécaires. On a 10 bibliothécaires sur place, ici à Ouida, venus de différentes communes du Bénin.
On a également une formation à destination des régisseurs. Donc tout ça, c'est pour progressivement travailler à la professionnalisation des jeunes du territoire, afin que les jeunes de Ouidah s'approprient le CCRI, qu'ils comprennent que le CCRI, c'est d'abord pour eux, avant d'être pour les autres. Donc dans cette dynamique... Le festival Sinar offre donc aux jeunes de Ouidah et d'ailleurs une tribune de brassage culturel intense. Eux qui auront l'occasion pendant ces 3 jours de découvrir d'autres façons de travailler. Merci d'avoir suivi ce journal. Dans 5 minutes, c'est l'info continue sur Canal 3 Bénin. Rencontre au sommet de l'État. Boni Yayi, pas du tout satisfait des échanges avec Talon. Interrogation à décrypter par Adam Soulé Aziz et Habib Isaac Adjaï, l'analyste politique et le journaliste. Merci de prendre le rendez-vous sur Canal 3 Bénin.